On n'a pas la lèpre, mais c'est quasiment ça. Donc du coup, les gens s'éloignent, mais nous aussi on s'éloigne. Donc moi je me suis retranchée et les amis sont pas revenus. Myriam a plongé. Le compte en banque de sa société a été fermé pendant qu'elle était occupée à accompagner sa mère en fin de vie. Myriam ne peut plus rien encaisser, comme ce chèque de 6 000 € posé sur son bureau qu'elle ne pourra jamais toucher. Elle se retrouve interdit bancaire et en tant qu'entrepreneur, les démarches qu'elle a entamées de longue date pour obtenir le RSA n'aboutissent toujours pas. Les jours, puis les semaines, et bientôt les mois sans un sou s'enchaînent. La première chose qui arrive, c'est la honte. C'est curieux, hein, mais on a honte de ne pas avoir d'argent parce qu'on n'est pas comme les autres. Surtout à Paris où c'est quand même la ville du prestige et tout ça. Donc, et puis moi j'avais une vie correcte avant. Et puis d'un seul coup, se retrouver sans rien, oh, c'est quand même violent. Et puis surtout de faire plein de dossiers tout le temps. Quelquefois c'est même assez humiliant parce que on vous traite comme si vous étiez un bonnet. En fait, un peu comme des pions. On vous dit, vous allez là, vous faites ça, vous avez rempli le document un tel, non donc remplissez le papier. Après, on vous renvoie vers un autre document. Et puis vous n'avez jamais le bon terme. Vous ne comprenez pas forcément ce qu'on vous demande. Ça use et puis ça isole. En fait, on ne peut pas faire autrement que d'en parler. C'est notre vie, hein, c'est notre quotidien. Donc c'est lourd parce que les personnes ont envie d'entendre autre chose. Et moi aussi, j'avais envie de donner autre chose. Et donc, du coup, de toujours parler de la même chose, c'est usant. Et c'est usant pour les autres. Et puis ça fait peur. On voit bien la peur dans les yeux des autres. Hein. On n'a pas la lèpre, mais c'est quasiment ça. Donc du coup, les gens s'éloignent, mais nous aussi on s'éloigne. Je me souviens quand les amis proposaient d'aller au cinéma, moi je disais bah non, je peux pas. Alors, on me disait mais non, mais viens, on va te payer la place. Bon, alors, on se laisse faire quelques fois, puis après on se dit mais ça peut pas continuer. Donc moi je me suis retranchée et les amis sont pas revenus. Et puis la famille, moi j'ai pas une famille c'est pas une famille particulièrement aimante, particulièrement. On est plutôt dans une famille, moi ce que j'appelle un peu guerrière. Donc c'est le qu'en dira-t-on. Ah. Et puis c'est l'argent. C'est une famille qui est vraiment tournée autour de l'argent. Donc moi qui n'en ai pas, donc moi je me suis éloignée aussi. Donc c'est pas le contexte autour était pas non plus très accueillant. Ça fait qu'on se renferme encore plus. Donc finalement, mon seul petit bonheur, c'était mon chat. Il y a aussi une réalité qui vous rattrape, c'est la difficulté à vous nourrir. Oui, alors ça, c'est justement quand on n'a pas d'argent. Moi, j'avais pas de budget. Donc je m'étais dit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je fasse la manche dans le métro. Je me dis, là, c'est vraiment, on tombe dans le trou, quoi, dans le fond du fond. Donc je m'étais dit, j'ai un budget de 1 euro par jour. Il faut que je trouve 1 euro par jour. Et donc, quand on n'a pas, on quémande, hein, à droite, à gauche, à des amis, on explique à quelques personnes. De temps en temps, il y a des commerçants qui vous laissent des choses, mais pas souvent. Je me suis retrouvée avec parfois rien. Et ne pas manger, c'est pas quand on sautait un repas. Quand on saute un repas, une fois, on se dit bon bah j'ai faim et puis on sait qu'on va pouvoir retrouver quelque chose après. Là, on n'a rien. Et dans ces cas-là, vous avez encore plus faim. Donc je cherchais des substituts. J'avais des sucres, je faisais fondre du sucre pour faire une sorte de caramel. Et puis je mangeais ça, je me disais oui, à moi ça. Et puis bon, un paquet de pâtes, on peut toujours trouver un paquet de pâtes quelque part. Et puis après, c'était des personnes qui passaient, je me souviens. Et là, c'est aussi humiliant. Parce que cette personne m'avait dit tu veux que je te laisse quelque chose? Je dis écoute, c'est toi qui vois. Hein. Elle m'avait laissé, je crois, une 30aine d'euros. Et en partant, elle me dit surtout, tu achètes bien de quoi manger avec ça. Hein. Et là, je me suis dit, oh là, je n'avais pas répondu. Et en fermant la porte, elle me redit, surtout, tu achètes bien de l'aliment. Oh, enfin, on a l'impression qu'on n'est plus personne, quoi. On est que des gens qui ne savent pas gérer, qui n'ont pas de personnalité, quoi. On dégringole, on change de statut. C'est difficile, quoi. Enfin, j'étais journaliste, j'ai jamais eu de prétention d'être une super personne, mais on est quelqu'un. Alors que, à partir du moment où vous n'avez plus d'argent, vous n'êtes plus personne. Peut-être qu'on va se faire une petite pause.
volontiers. Petite pause, Petite pause aliment. aliment, justement. Justement, ça va faire du bien. Là, ça commence À prendre forme. Ça grille gentiment. Les pommes de terre qui solent. Voilà, le poulet cuit. Voilà. Prend des petites couleurs. Ouais. Alors ce que je vais faire, parce que c'est un truc que j'aime bien faire, je vais couper en petits morceaux, mélanger tout ça, et puis ça va... Voilà. Je sais que j'avais vu sur Arte un documentaire sur la cuisine, des cuisiniers, comme ça, et c'était génial, il n'y avait pas une parole, on voyait que les trucs qui mijotaient partout, et c'était génial. Alors. Côté logement, depuis la perte de son appartement, Myriam doit compter sur la générosité d'autrui pour ne pas dormir dehors. Il n'était pas question d'aller dans la rue. La rue, c'est la mort. Hein. Enfin, surtout une femme dans la rue. Donc je me suis dit, moi, je veux pas de ça, c'est hors de question. Donc du coup, j'ai appelé des amis, enfin, ce qui me restait de personnes. Et puis, j'ai été chez même des connaissances, des amis d'amis. Donc j'ai fait un petit tour dans la banlieue parisienne. Et puis après, je suis partie à Toulouse. Puis donc après, je suis partie dans la Creuse. Des connaissances qui m'ont accueillie. Et pendant plusieurs mois, parce que j'ai joué à la fermière. Comme ça, j'ai commencé à découvrir le monde rural. J'avais pour mission de garder les poussins, les poules, les canards, tout ça, le temps qu'eux partent pour un peu de vacances. Ça a été agréable. Et en même temps, c'était lourd parce que l'accueil, pour moi, c'est un cœur à cœur. Vraiment, la personne qui accueille ouvre quand même la porte à quelqu'un qu'elle ne connaît pas la plupart du temps. Et soit on découvre aussi une famille, ou un couple, enfin c'est une vie, quoi. Et on s'immisce dans la vie des autres. Je trouve que c'est un beau rapport entre les gens, mais en même temps c'est dur. C'est pas facile à vivre. Et donc après la Creuse, je suis partie dans le Pas-de-Calais, je suis allée après dans le Nord, j'ai fait un petit tour quand même. Ça a duré 2 ans à peu près. Pendant ce temps, au terme de 2 ans de procédure, la liquidation de la société de Myriam est prononcée. C'est un soulagement, même si les cotisations sociales qui ont continué de pleuvoir sont muées en dette personnelle. Alors qu'elle est hébergée à Lille, Myriam rencontre une association qui aide les entrepreneurs en faillite et qui va lui donner enfin le coup de pouce nécessaire. Et ce qui est bien, c'est que c'est la première association, les premières personnes qui m'ont dit oui, parce que j'avais eu que des noms. Tous les dossiers que je faisais partout, j'ai toujours eu non. Et la première association qui dit oui. Alors je me suis dit fantastique. Et c'est par ce biais-là que j'ai pu contacter le médiateur du RSI. C'est Régime social des indépendants. Et donc ce médiateur a fait en sorte que je puisse sortir de cette pauvreté. Et j'ai toujours gardé le mail et il me dit « Madame, votre dossier, c'est le chat qui se mord la queue ». En fait, je tournais en rond. Tout le monde se renvoie la balle et je tournais. Et donc, j'ai été contente d'entendre que quelqu'un avait enfin vu que je ne pouvais pas m'en sortir toute seule. Et donc là, j'ai pu avoir le RSA, pardon. On ne va pas se tromper. Donc le RSA, et c'est la première fois que j'ai eu le RSA, donc 400 € qui sont tombés sur mon compte. Et là, je me suis dit, mais j'ai une fortune. Je me suis dit, il faut que je m'achète des chaussures, parce que je passais à travers mes chaussures. Et j'ai eu la bonne idée d'aller faire des courses un samedi dans un supermarché bien fréquenté. J'avais plus l'habitude, ça faisait pratiquement 7 ans que j'avais pas mis les pieds dans un magasin. Donc là, je découvre des gens, des flots de personnes qui arrivent avec des sacs et qui parlent et tout ça. Je me dis, mais où suis-je ? Et quand je regardais les prix, je me dis, mais c'est pas possible, une paire de chaussures à 70 €. Mais c'est l'horreur. J'étais complètement dépassée. Parce que j'étais plus du tout dans la réalité de la vie, quoi. C'est pour vous dire, de réintégrer la vie sociale, ça a été un véritable parcours aussi, parce qu'on n'a plus l'habitude de tout ça. Et quelque part, on n'est jamais sorti de la pauvreté. C'est vraiment une seconde peau. Ça vous colle et vous en... Parce qu'aujourd'hui, je n'en suis pas encore sortie, finalement. Parce que là, j'ai réussi à faire une étape avec ce médiateur du RSI, donc de gagner quelque chose, d'avoir cette aide. Mais on est toujours dépendant de l'aide après. C'est-à-dire que vous êtes enfermé dans le circuit du social. Donc dès que vous voulez quelque chose, il faut toujours remplir un dossier.
Et vous allez de dossier en dossier. Même ici, moi, j'ai l'habitude de dire que je vis dans une cage dorée. Oui, je vis, j'ai une aide sociale, mais je suis dépendante totalement du social. Et quelque part, c'est une espèce de piège aussi. Et surtout, le regard des autres est très difficile parce qu'on vous dit « t'as pas à te plaindre, tu as quelque chose ». Donc moi, je ne me plains pas, j'ai quelque chose, effectivement. J'ai un toit, mais c'est aujourd'hui un toit qui est compliqué puisque c'est un logement insalubre. Et pourtant, c'est du social. Donc j'aurais espéré avoir autre chose, mais voilà, c'est toujours le parcours du combattant aujourd'hui. On va aller à un endroit qui est assez important pour vous, le centre social, parce que vous dites le social, le système social, bon, à revoir. À revoir. Et en même temps, il y a des endroits, comme le centre social là dans votre ville, c'est quoi? C'est un point de repère? C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, je dirais que le social, c'est aussi lié aux politiques. Si on a des politiques engagées et qui veulent vraiment faire changer et bouger les choses, ça peut bouger. Et par contre, les politiques qui voient la pauvreté comme une gangrène, ça donne un peu... on dépense un pognon fou pour ces gens-là. Et ça, c'est négatif. Par contre, vous avez des politiques qui font vraiment le nécessaire. Et donc, quand on a un centre social dans une ville qui a envie de faire bouger les choses, ça, c'est agréable. Et ce centre social, il s'occupe beaucoup des jeunes, mais aussi des personnes en difficulté. Il y a ce fameux transport solidaire. Donc, on a des retraités qui s'engagent. Vraiment, il y a un mouvement. D'ailleurs, j'ai été amenée à écrire pour le journal local, qui est diffusé une fois par an. C'est pas beaucoup, mais ça s'appelle Le temps qui court. Et donc, j'ai pu écrire sur les transports solidaires. Et puis, sur le nettoyage des églises aussi. Et puis, en fait, c'est cette année, c'est sur les gens qui s'engagent, mais qui sont invisibles, un peu dans l'ombre, mais qui grâce à eux, on peut faire bouger les choses. Et ça, je trouve que c'est bien. On va aller faire un petit tour là-bas, alors. Allons-y. Donc voilà, on y est. Centre social. Donc l'entrée est là-bas. Oui, c'est pas très loin. Hein. Non, c'est toute la rue. C'est la porte à côté. Quasiment. Bonjour Marie. Voilà. Enchantée. Donc c'était pour voir un petit peu le journal et tout ça, où on en est. Ouais. Et il nous manque l'édito pour le terminer. Ouais. Et ensuite, ça va partir à l'impression. D'accord. C'est un journal qui est historique au centre social. C'est le 115e numéro. Donc on peut espérer avoir notre petit journal le mois prochain peut-être. Oui. Pour information, si vous avez besoin encore de rédacteurs, je prends. Vous êtes motivés? Super. Ouais, carrément. Très bien. On va pas tarder à relancer pour d'autres sujets. D'autres sujets, oui. Avec plaisir. Super. C'était une bonne expérience. Merci beaucoup, Marie. Je vous en prie. À la prochaine. Bon après-midi. Merci. Au revoir. De retour chez elle, Myriam me montre quelques-uns de ses talents, que sont le dessin, la sculpture et même la fabrication de petits meubles. J'admire son énergie. C'est détendant. C'est-à-dire que quand là, avec Parkinson, j'ai des dyskinésies, mais quand je me mets à la peinture, il n'y a plus rien qui bouge. Ouais. C'est la concentration qui fait que oui, ça calme beaucoup. Mais c'est vrai que le texte que je préfère, je pense que c'est encore celui de la fin. Avant de nous séparer, elle me propose de conclure par une lecture à voix haute d'un extrait de son livre. On va pas le traumatiser. Viens mon loulou. Voilà. Cette pauvreté qui me poursuit depuis maintenant plus de 10 ans m'a fatiguée, épuisée, cassée. J'ai perdu beaucoup de force physique. Les traits de mon visage se sont tirés, ont vieilli. Le constat est impitoyable, la pauvreté tue à petit feu. Malgré la violence de cette infortune, je n'ai jamais voulu abandonner le combat. Instinct de survie, diront certains, oui, mais avec pour moi une force que je me suis découverte au fil de ma lutte et qui m'a conduite à pouvoir m'extraire doucement de cette pauvreté.
Je vis aujourd'hui dans un logement social, pas. aidé de la hache. Je refuse de me faire Ma broyer situation par les reste coups de fragile. cette société Chaque jour, égocentrique, j'avance en ignorant ce que obnubilée sera par mon l'argent, lendemain et Je ne d'être sais pas laminée non plus par comment une se terminera administration mon histoire. autocratique. Une chose Je est ne veux cependant pas certaine, être un je ne dossier, lâcherai un rien. numéro, Un usager, comme on nous appelle, un mouton qui suit docilement toutes les consignes. Garde la tête haute, ma fille, disait l'une de mes grand-mères. C'est donc la tête droite que je poursuis mon combat, en union de cœur avec tous ceux qui traversent les mêmes difficultés. Gardons courage, soyons persévérants, dignes, chassons la honte susceptible de nous habiter, restons fiers de ce que nous sommes, et témoignons de cette pauvreté qui gangrène, car nos silences contribuent eux aussi à laisser les choses en l'état. Le pauvre est une personne, la misère est un fléau, deux évidences qu'il est urgent de rappeler à tous. J'aime bien ce texte. C'est vrai que pour moi c'est important. Le pauvre est une personne. Il faut le rappeler. C'est pas un dossier. Or on est des dossiers, on est des numéros, c'est terrible.